J'aime bien cette génération qui est respectueuse de ses aînés. Non, mais c'est vrai. Attends, la dernière fois que je t'ai vu, c'était en 2017. J'ai perdu l'emploi ou j'ai. Ça va, ça va. Non, mais t'es bien, t'es bien, t'es bien. Faut que je Mais t'as reprenne pas le sport. vieilli. Faut que je reprenne le sport là. Non, j'ai pris un peu quand même. Ah ouais? Ah oui, je faisais pas mal. J'étais quand même dans meilleure santé, enfin, dans le meilleur état quand j'étais aux États-Unis. Ouais. Et ben justement, en fait, c'est la raison pour. J'ai mangé moins. Paradoxalement, j'ai perdu du poids aux États-Unis. D'accord, ok. Je m'étais dit attention, c'est chaud. Dans ce pays, c'est chaud. On va faire attention. Après, tu étais à Georgetown, l'université Georgetown. Ouais, Tu dans un bon, t'étais ah, dans un bon cadre. Hein. j'ai beaucoup aimé mes années aux États-Unis. Ouais. Bah, justement, c'est pour ça que je t'ai fait venir, Ouais, je te pour qu'on puisse remercie. parler de politique étrangère américaine. Je suis là pour ça. Eh bien, bah, dis-moi, donc aujourd'hui, 7 juin? 7 juin? Non, non, pardon, le 10 Le juin, 10 juin. pardon. Pardon. Euh, Comme tu le sais, l'ossature de la vidéo, c'est on parle d'abord d'actualité. Quelle est la dernière actualité? Si c'est possible, pas parler des élections européennes, mais quelque chose de Mhm, où il y a des signaux faibles. mhm. Quelle est la dernière actualité dans le monde qui a retenu ton attention? Plusieurs actualités. D'abord, Ouais, merci de me recevoir. C'est très gentil à toi. je t'en prie. Euh, Plusieurs, bon, étant donné mes centres d'intérêt, j'allais dire historiques, le Moyen-Orient occupe toujours une place très importante. Donc, les différents conflits, à commencer par la crise de Gaza, Ouais. depuis maintenant plusieurs mois, étant entendu pardon, elle ne date pas en réalité d'octobre dernier, bien Mhm, évidemment, on parle de dynamique politique de plusieurs décennies, hein, mhm, voire de plus d'un siècle. Les questions qui sont des questions bien évidemment majeures de recomposition des puissances qui nous amènent à nous intéresser aussi bien à l'Ukraine et au rôle de la Russie ou à la politique de la Russie qu'à l'Asie avec les évolutions de la politique étrangère chinoise, mhm, mais également de nombreux pays, de nombreux États plutôt, auxquels on pourrait s'intéresser moins, de prime abord. Je pense au Brésil, je pense au Mexique, je pense au Nigeria, mhm. je pense à l'Afrique du Sud, je pense à l'Indonésie. Donc aujourd'hui, j'allais dire, cette recomposition des cartes de la puissance sur fond de crise réelle et potentielle humaine majeure, sur fond de dérèglement climatique, Mhm. sur fond de conquête ou reconquête de l'espace ou d'une partie de notre espace proche, un sujet sur lequel on s'intéresse, enfin, on devrait, je pense, à mon avis, s'intéresser plus. Euh, L'extrême pauvreté, l'extrême misère qui continue de toucher un grand nombre de populations de par le monde, Mhm, les questions de justice et d'injustice, les questions de droit international, les révolutions qui touchent certaines technologies aujourd'hui, mhm. à commencer par l'intelligence artificielle. Tout ça me passionne et tout ça me Ouais. pousse à m'intéresser au monde dans lequel on est, à essayer d'étudier les raisons, les facteurs et les conséquences des différents changements qui aujourd'hui eh bien, touchent nos vies. Mhm. Bah, justement, étant donné que toi, tu es professeur de relations internationales à l'université Sorbonne Paris-Nord, tous ces sujets, je pense pas que tu les analyses en fait avec d'un point de vue académique, Mhm, avec une méthode de recherche bien précise. mhm. Euh, Compte tenu de ta position en tant que professeur en relations internationales et une certaine expérience avec les États-Unis, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots Mhm. comment on pourrait définir aujourd'hui la politique étrangère des États-Unis? Mhm. C'est une excellente question qui pourrait nous prendre des heures. T'as que 45 minutes. Oui, je sais bien. Euh, Tout d'abord, j'aimerais souligner une chose. Je me pose la question des États-Unis. Donc elle n'est pas anodine dans la mesure où si on s'intéresse aux États-Unis, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu poses ou nous posons la question du système international et de l'ordre international. Mhm, Nous posons la question de la principale puissance jusqu'à nouvel ordre qui a été depuis au moins maintenant un siècle et demi, un peu plus, un peu moins, selon les manières dont on compte, la puissance qui est au cœur du formatage, de la définition, de la création, du renforcement de l'ordre international aujourd'hui. mhm, Donc, si par exemple nos petits-enfants faisaient le même débat dans quelques décennies, on parlerait peut-être de la politique de la Chine ou de l'Inde ou d'autres pays, à supposer que ces États, j'allais dire, continuent sur
comment dire, sur la voie qui est la leur aujourd'hui. Si nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents avaient fait ce même débat il y a quelques décennies ou quelques siècles, on aurait parlé du rôle de la Grande-Bretagne, de la France ou de l'Allemagne. Donc les États-Unis, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui le pays qui occupe le sommet de la hiérarchie mondiale sur un certain nombre de points, dans un certain nombre d'espaces militaires, technologiques, dans une certaine mesure encore aujourd'hui économiques et financiers. Maintenant, comment je la décrirais? Je dirais qu'elle est profondément en recomposition, certains diront en crise. Alors, comment dire, j'ai conscience du fait que ma réponse pourrait laisser entendre penser qu'il fut une époque où elle n'était pas en crise, qu'il fut une époque où la politique étrangère américaine connaissait un âge d'or. C'était l'hégémonie américaine, notamment après 91, la fin de l'histoire, hégémonie américaine sur toute la décennie 90. C'est l'idée qui a été défendue par certaines personnes. Que tu ne partages pas? Non, il y a du vrai. Si tu ne partages pas, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu ne partages pas. Non, c'est pas que je ne la partage pas. C'est que quand on veut analyser le monde dans lequel on vit, on ne peut pas uniquement le lire en termes hiérarchiques. Bien évidemment, la puissance, la rivalité, la concurrence, voire les conflits, les guerres et les oppositions, les chocs. Je rappelle que les années 90, c'est aussi, j'imagine qu'on y reviendra, c'est la décennie qui voit commencer à s'imposer le thème du choc dit des civilisations. Tout ça fait partie du jeu et c'est très très important, c'est même cardinal dans les relations internationales. Mais il n'y a pas que ça. Je donne un exemple précis. La montée en puissance économique et industrielle de la Chine, voire aussi technologique de la Chine, était déjà mise en avant depuis au moins les années 80 dans certains cénacles. Donc oui, il y avait incontestablement, indubitablement, une période américaine, un moment américain, que certaines personnes ont théorisé. Je pense notamment à notre ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui a proposé le concept d'hyperpuissance, hyper pour dire au-dessus de la puissance entre guillemets classique. Et surtout, il y avait une vision exclusive de la puissance pour dire ou pour souligner le fait que les Américains auraient à cette époque, et je dis bien auraient, atteint un niveau et une structure de puissance qui n'a jamais été connue dans l'histoire de l'humanité. N'oublions pas qu'il faut également resituer ce moment-là dans l'avènement des technologies de masse, de communication et d'information de masse, avec les autoroutes de l'information, avec le web, l'Internet qui devient le vecteur primordial, j'allais dire, des échanges humains à partir des années 90. Mais là, maintenant, les États-Unis sont-ils toujours hyperpuissance? Moi, je pense que non, mais toi, tu le dates à partir de quand? Si, non, bien évidemment. Aujourd'hui, les élites américaines, sauf quelques exceptions, exceptions près, en sont largement revenues. Il y a un certain nombre d'événements. Ce n'est pas encore une fois, Mohamed, à quels critères on s'intéresse. Si on veut, par exemple, s'intéresser à la dimension militaire de la puissance, clairement, l'Amérique est toujours, il faudrait rentrer dans le détail, il faudrait nuancer un peu, mais clairement aujourd'hui la seule puissance capable de se projeter potentiellement à l'échelle du globe, à l'échelle du monde entier. Donc c'est la principale puissance en termes de présence objective, effective. On n'a qu'à le voir au Moyen-Orient, on le voit en Amérique latine, on le voit en Asie. C'est le seul pays, le seul État aujourd'hui qui est en position de garantir la sécurité de plusieurs États, à commencer par les États européens à travers l'OTAN. On le voit directement dans le cas de la crise ukrainienne. Je mettrai après en post-prod le budget des États-Unis militaires, le comparer avec. Pour donner ce que je dis souvent à mes étudiants, alors bien évidemment, tu n'en fais pas partie, tu es beaucoup trop intelligent, tu es beaucoup trop éveillé. Beaucoup trop âgé. Mais jusqu'à récemment, jusqu'à la décennie dernière, le niveau, le montant des dépenses militaires américaines, il était supérieur à celui, il faisait plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. Il était supérieur à celui des 10 pays suivants réunis. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Étant entendu également qu'il ne faut pas s'intéresser uniquement à la dimension militaire. Alors, quelle autre dimension on peut... Ne serait-ce que la dimension militaire, en un sens, elle est à corréler aux capacités, au potentiel d'innovation technologique américain depuis maintenant plusieurs décennies. On sait que ce n'est pas uniquement une affaire, j'allais dire, d'armement, c'est une affaire également, j'allais dire, quand on connaît la manière dont, notamment après la Seconde Guerre mondiale, on a pensé la place de ce que certains présidents, Eisenhower pour ne pas le citer, avaient appelé le complexe militaire ou industriel. Il est aujourd'hui dans une optique keynésienne, les économistes le savent assez bien. On fait de la relance à travers la géopolitique.
Mhm. Il faut le savoir, avec bien évidemment des périls et des risques à côté de Mhm. ça. On sait par exemple que la crise de 2008 est en partie liée à l'intervention malheureuse en Irak des États-Unis. Ça, on le dit beaucoup moins, bien sûr. Tu penses pas que La crise de la c'est dette, bien évidemment. la Oui. crise des subprimes, c'est pas à cause des subprimes en eux-mêmes? Non, non, C'est pas parce bien que évidemment, on a prêté aux gens qui n'avaient pas bien les. évidemment, mais si on parle, ça me fait toujours, comment dire, assez rire que certaines personnes parlent d'abord et avant tout de dette privée. Ouais. Mais la dette privée, elle est quand même liée également à des niveaux d'endettement public liés à un certain nombre de politiques étrangères de certains États, à commencer par les États-Unis. Attention, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais il faut raisonner de Mhm. manière, si tu me permets l'expression, multidimensionnelle. Ok. De la même manière que l'inverse est également vrai. Un grand nombre aujourd'hui, on le sait, hein, un certain nombre de périodes d'expansion économique ont été liées à une activité d'armement, une activité d'investissement dans le domaine militaire ou industriel. Bah, comme la Russie aujourd'hui. En La partie, croissance de en la Russie partie, aujourd'hui en partie, est liée à son économie de guerre, en partie. préparée bien avant que la guerre commence. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, j'allais dire, la Russie a une structure économique qui est économico-militaire ou militaro-économique qui est quand même très sensiblement et très significativement différente de celle des États-Unis. Mhm. La Russie est très performante sur un grand nombre de segments militaires. Mhm. Elle est également très performante, c'est potentiellement le pays le plus richement doté en ressources naturelles, avec Mhm. un certain nombre entre deux, quelques secteurs dans lesquels elle peut notamment alors, les Russes ont quand même, par Mhm. exemple, une très forte, comment dire, une très forte qualité de formation universitaire, notamment sur le plan de l'ingénierie, certains Mhm. secteurs d'ingénierie, Mhm. très bien, mais il y a également de grands manques. Alors que quand on parle de l'économie américaine, on parle d'abord et avant tout d'une économie qui est pour une bonne partie, ou c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'a été jusqu'à la dernière décennie, fondée sur une capacité d'innovation, à Mhm. savoir les budgets de recherche-développement des entreprises. Mhm. C'est à peu près similaire, comment dire, à ce que je disais pour. C'est la même dynamique que ce que je disais pour les budgets militaires. Les budgets de recherche-développement publics et privés que l'on observe aux États-Unis depuis maintenant plusieurs décennies sont sans commune mesure avec ce qu'on peut observer, y compris dans un continent qui est supposé encore être riche comme l'Europe. Mhm. Et là, il faut d'ailleurs poser la question du rattrapage asiatique depuis maintenant plusieurs décennies, depuis au moins les années 2000, Ouais. nécessairement. Il n'y a plus, par exemple, euh, d'entreprises ou de compagnies européennes aujourd'hui dans le classement des 50 plus importantes compagnies mondiales. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que tu À parlais de peut-être une ou deux dimension économie, à peut-être dimension. à l'exception peut-être une ou deux compagnies. Ok. Tu disais dimension militaire, hyperpuissance. Ok. Dimension économique, toujours présente. Dimension investissement en nouvelles technologies, toujours présente. Oui. Dimension symbolique. Symbolique, culturelle et Ouais. symbolique et culturelle, oui, toujours une forme, j'allais dire, non pas d'hégémonie, parce que l'hégémonie, le temps de l'hégémonie comment dire, est passé, culturellement et symboliquement, avec les visages de cette domination, ou du moins de cette primauté, de ce leadership dans le monde universitaire, j'en sais quelque chose, Mhm. dans le monde médiatique, Mhm. ne serait-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la thématique des GAFA ou des GAFA+, Mhm. les 8 grandes compagnies, les 8 grands acteurs, j'allais dire, d'Apple à Amazon, en passant par Google et d'autres, Mhm. les 8 grands acteurs aujourd'hui du débat numérique, de la vie numérique qui aujourd'hui caractérise ou qui définit nos sociétés, ou nos vies plutôt, les deux d'ailleurs, eh bien, c'est centré sur l'Amérique. Ça ne veut pas dire que c'est le seul acteur, c'est le seul pays, mais clairement aujourd'hui, nous consommons d'abord et avant tout sur un mode qui a été pensé par des Américains pour des Américains. Mhm. Avec tout ce que ça implique, en Mhm. termes par exemple de personnalité numérique, sur un plan individuel ou collectif. Il y a par exemple aujourd'hui un véritable débat sur où sont les informations qui nous concernent, les informations numériques ou numérisées, qui les détient, C'est vrai. a-t-on le droit par exemple à une forme d'anonymat numérique, a-t-on le droit par exemple a-t-on encore par exemple la possibilité aujourd'hui de se voir comme des acteurs entre guillemets purement privés, je dis bien purement, je mets purement entre guillemets, ou est-ce que nous avons aujourd'hui définitivement, j'allais dire, nous sommes définitivement entrés dans un temps nouveau, celui où, avec bien évidemment les débats sur l'intelligence artificielle, sur le metaverse, etc., est-ce Mhm. qu'aujourd'hui nous sommes encore les mêmes personnalités que nous étions, que nos parents, nos grands-parents étaient jusqu'à il y a récemment? Mais tu ne penses pas que maintenant les États-Unis ne font pas autant rêver qu'avant, ou en tout cas ne sont plus la boussole du monde? Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui on observe que compte tenu et peut-être ça peut être un élément de Mhm. réponse, des contradictions de la politique américaine à l'étranger, on se dit pourquoi suivre quelqu'un qui nous dit faites ce que je dis mais pas ce que je fais?
Je Oui. pense par exemple on va y revenir après, à la guerre en Irak, Mhm. à l'utilisation de leurs droits pour taper les entreprises européennes. Tu ne Mhm. penses pas qu'en fait on assiste à la fin de l'exemple américain? Alors là, tu es passé Oui, au niveau politique et moral. Là, tout il à faut fait. aborder un autre sujet. C'est pour ça que j'ai du mal à dire si oui ou non. Je pense, pour être clair, pour que celles et ceux qui nous écoutent, comment dire, aient quand même un certain nombre de repères à l'esprit, oui, tendanciellement, comme le disait un grand historien français, tout empire périra. Mhm, Donc il n'y a pas de niveau de puissance qui soit, j'allais dire, éternel, il n'y a pas de structure de domination qui soit, comment dire, amenée à rester constante. mhm. Ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra probablement jamais. Ok. Si demain, comme je le disais tout à l'heure, si nos petits-enfants faisaient le même débat sur la Chine, il y aurait fort à parier, dans quelques décennies, et bien que même ce niveau, soi-disant, peut-être à espérer ou à anticiper de puissance chinoise, Mhm, il n'est pas là pour rester, pour être éternel. Donc il faut analyser maintenant, comme je reviens, comme tu le disais, tu m'y invitais, à la dimension politique des choses. Oui, là, clairement, et là, il faut prononcer le terme que je n'ai pas encore prononcé, celui de mondialisation. mhm, La redistribution des cartes de la puissance, comment dirais-je, l'avènement d'un monde que certains nomment multicentré, pluricentré, avec des polarités ou des pôles de puissance qui se trouvent au moins aujourd'hui, au moins, je dis bien au moins sur 3 continents, si ce n'est plus. mhm, L'avènement d'entreprises aujourd'hui globales, bien évidemment, qui sont pour certaines plus puissantes que certains États, à commencer mhm, par certains États européens. Hein. mhm. Quand je parlais, par exemple, tout à l'heure, à l'instant même de souveraineté numérique, Ouais. il faut savoir qu'il y a des compagnies, des acteurs aujourd'hui de la Mhm. vie numérique, de la vie économique tout court, qui ont une force de frappe bien supérieure à celle de nombreux États, par exemple, même européens, de l'Union européenne, il faut le savoir. Mais sur un plan politique, euh, moral et, j'allais dire aussi symbolique, oui, clairement, aujourd'hui, nous vivons une période de fragmentation géopolitique ou géostratégique, dans la mesure où, et on le voit d'ailleurs au Moyen-Orient qui m'intéresse beaucoup, qui a toujours été ma région comment dire, d'expertise principale, il y a clairement aujourd'hui l'idée d'un réalignement, ou du moins d'une forte tendance, une forte propension Mhm. au réalignement stratégique, qui a bien évidemment ça a des conséquences économiques, énergétiques, diplomatiques, militaires, etc. Je donne un exemple précis. Les Émirats arabes unis, Mhm. un pays entre guillemets assez petit sur le plan du territoire, mais extrêmement important sur le plan de sa puissance réelle, C'est vrai. depuis au moins 2018, 2019, 2020, fait des essais ou, comment dire, est engagé à intervalles réguliers dans des exercices militaires avec la Chine. Ça, on le sait assez peu. Non, c'est pas beaucoup. On le sait, ben, il faut le savoir. Bah, Il c'est faut le pour ça que savoir. Alors, je voulais que tu viennes. oui, ben, je te remercie, je suis à ton service. Merci. Euh, les Émirats arabes unis aujourd'hui, qui pourtant sont de fait, certaines mauvaises langues auraient pu dire que c'est un protectorat américain, ou qu'il l'a été durant une grande Mhm. partie de son histoire jusqu'à récemment. Eh bien non, il faut savoir aujourd'hui que les Émirats arabes unis sont également une puissance de projection militaire. On le voit en Libye, on le voit dans la Corne de l'Afrique, C'est vrai. on le voit dans On l'a un vu au certain nombre de Yémen. pays. On l'a vu au Yémen, bien évidemment. Le Ouais. Yémen est même une question, j'allais dire, de politique intérieure, ou du moins régionale, hein, au Mhm. niveau de certains pays du Golfe, comme les Émirats et l'Arabie saoudite. Donc de ce point de vue-là, sachez qu'il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, eh bien, on parle beaucoup, par exemple, du rôle croissant de la Chine au Moyen-Orient, et plus particulièrement Ouais. en direction du Golfe. Ouais. Bien évidemment, nous savons que sur un plan commercial, énergétique et économique, les échanges depuis, par exemple, au moins la décennie 2010, mais il faudrait même remonter avant, ont augmenté considérablement. La décennie 2010, par exemple, c'est près de 9% de croissance, comment dire, ce sont les pays du Golfe qui voient leurs importations en provenance de Chine augmenter au rythme de 9% sur la décennie. Les échanges commerciaux ont atteint, de tous les pays du Golfe, Mhm. euh, les pays qui comptent, aujourd'hui, c'est à peu près 44% de leurs échanges commerciaux qui se font avec la Chine. C'est considérable. Donc, est-ce que bien évidemment ça risque d'avoir des conséquences politiques et géopolitiques? Mhm. Évidemment que oui. Ça ne veut pas dire que les Américains, je termine Ouais. là-dessus, les Américains sont pas, si tu me passes l'expression, chassés ou effacés de la région, bien évidemment que non, Mhm. mais on voit donc cette fragmentation, ce multicentrement, ce multi-alignement qui aujourd'hui caractérise la donne géopolitique au Moyen-Orient et ailleurs. Justement, sur cette région, est-ce que ça va être très compliqué de le résumer en quelques mots, mais cette région du monde est une région complexe. Est-ce que tu pourrais
poser quelques mots sur ce que c'est que le Moyen-Orient aujourd'hui, quelles sont les dynamiques et quelles sont les différentes perspectives du Moyen-Orient. Et ensuite, on viendra sur la place des États-Unis au Moyen-Orient Mhm. aujourd'hui, demain, avec ses différents concurrents. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Le Et Moyen-Orient, là, tu n'as que 25 minutes. oui. Ouais, merci beaucoup. Alors, le Moyen-Orient, déjà, il faut savoir que l'expression en tant que telle, elle pourrait être discutée. C'est d'abord et avant tout un Ouais, concept hérité au moins du 19e siècle, qui est en grande partie une construction coloniale. Hein. Le ouais, Moyen-Orient, c'était la région qui avait entre Londres, la Grande-Bretagne et le joyau de la couronne britannique était l'Inde. Donc le Moyen-Orient, ok, c'était ouais, sur un plan géopolitique, par exemple, on comprend si on voit le monde à partir de, oui, je vois que tu as une carte, ouais, voilà, à laquelle j'invite tes amis à regarder. On comprend par exemple l'importance d'un pays comme l'Égypte et du canal de Suez à partir de là. Parce ouais. que justement, pour aller en Inde, il faut mieux passer par la Méditerranée puis le canal de Suez que de faire le tour de l'Afrique. C'est ce qui se passe actuellement, par Bah, rapport justement aux actualités dans la région. il faut voir ce que les groupes Houthis ou Ouais, les milices Houthis au Yémen, ouais, qui de fait ont imposé un embargo sur l'État d'Israël depuis maintenant quelques mois. Alors, il n'a pas été forcément toujours couronné de succès, mais on voit la ouais. capacité, par exemple, ici, ça me permet de donner un élément de réponse à ta question, comment un groupe, pour faire vite, pour commencer, non étatique, Mhm, donc qui a quasiment le pouvoir sur une grande partie du Yémen aujourd'hui, eh bien, est capable de redéfinir sur un plan économique, militaire et bien évidemment politique les, la donne, de changer la donne ou d'avoir un impact sur la donne régionale, par exemple, mhm, depuis maintenant plusieurs mois. De fait, en interdisant un certain nombre de bâtiments commerciaux sous pavillon israélien ou assimilés israéliens à prendre la direction du détroit de Tiran, par exemple. mhm, Donc, ce qui est très important pour comprendre, par exemple, qu'aujourd'hui, eh bien, le Yémen, mais outre le fait que c'est un pays qui est déchiré par plusieurs années, voire plusieurs décennies de guerre civile notamment, eh bien, il quand même reste important pour comprendre aujourd'hui la donne géopolitique. mhm, Mais pour répondre à ta question, je dirais que le Moyen-Orient, c'est quand même aujourd'hui la région des contrastes. Nous avons l'une des régions les plus riches du monde, si ce n'est la mhm, plus riche. mhm. Je dis souvent à mes étudiants que le Golfe, quand on y regarde de plus près, je ne vois pas à titre personnel, en tant qu'historien, de région du monde qui, à l'échelle de l'humanité, ont connu un niveau d'enrichissement aussi important en si peu de temps. Je ne sais pas si tu en connais, mon cher Mohamed, mais c'est un groupe de pays qui est devenu aussi riche en si peu de temps, qui a atteint un niveau de richesse et d'expansion économique et commerciale, à travers notamment, il faut parler bien évidemment ici du pétrole et du gaz, Mhm. des énergies fossiles qui sont au cœur du développement économique du système capitaliste depuis au moins maintenant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Je ne vois pas d'autres équivalents. Un exemple précis, tu parlais de l'Arabie Saoudite tout à l'heure, on parlait de l'Arabie Saoudite, les États-Unis ne seraient pas au Moyen-Orient s'il n'y avait pas le pétrole, le gaz. C'est vrai. Les premières, enfin, on cite souvent la date de la Saint-Valentin de 1945, du 14 février 1945, où l'on voit donc sur un navire de guerre appelé Quincy, le président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, et le fondateur du royaume moderne d'Arabie Saoudite, Abdelaziz El Saoud, nouer une alliance qu'on a appelée All for Protection, Mhm. ou dit également le pacte de Quincy. Ouais, En réalité, les échanges avaient commencé depuis au moins 1933. 1933, c'est les premières années d'émergence de ce qui va devenir l'Aramco, par exemple, ouais. et même avant. En 1928, par exemple, les Américains et les Britanniques mettent en place ce qu'on a appelé l'Anglo-American Petroleum Agreement. Mhm. Donc, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier acte de présence économique et politique fort des États-Unis au Moyen-Orient, avec comment dire, ce qui a donné lieu quelques années plus tard à cette phrase célèbre de Franklin Roosevelt, qui parlait à ses homologues britanniques, qui disait, bon, bah, écoutez, à partir de maintenant, euh, la Perse, l'Iran, c'est à vous, l'Irak et le Koweït, c'est à nous deux, on partage, mais l'Arabie, c'est pour nous. Donc, ce qui montre l'importance d'un pays comme l'Arabie Saoudite depuis maintenant en réalité plusieurs décennies. Mhm. Si on extrapole le rôle qu'a eu ce pays dans le fait de contenir l'expansion du communisme, il faut parler ici de la guerre froide et de Mhm. l'influence soviétique pendant plusieurs décennies, hein, ce que certains géopolitologues avaient appelé la ceinture verte, euh, Mhm. Mhm. comment dire, de manière à contenir. Aujourd'hui, par exemple, parler de, euh, comment dire, c'est pour ça que parler aujourd'hui, par exemple, de guerre entre l'Occident et l'Islam, c'est quand on compare
Et quand on resitue cela dans un monde, sur un temps plus long, un temps historique plus long, c'est assez, j'allais dire, cocasse, dans la mesure où pendant plusieurs décennies, des pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, qui intègre l'OTAN dans les années 50, le Pakistan, ont fait partie j'allais dire, des maillons principaux, certains des maillons principaux de la lutte anticommuniste menée par les États-Unis. Donc voilà. Bon. Mais aujourd'hui, le Moyen-Orient, ok, tout à l'heure tu disais un truc très important, à savoir de borner géographiquement la région. Donc tu pars de l'Égypte, on peut dire jusqu'à l'Iran. C'est relatif, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, dans les travaux des think tanks, des think tanks, des centres de recherche, même au département, au State Department, dans certains centres universitaires, on parlera aujourd'hui, l'expression qui est entre guillemets aujourd'hui la plus commune, c'est Middle East North Africa, the MENA region. Donc on intègre le Moyen-Orient, au Moyen-Orient les pays d'Afrique du Nord. Ouais. Faut-il par exemple intégrer la Mauritanie à l'Afrique du Nord? Donc on voit comment en réalité ces jeux de perception et de représentation nous amènent aujourd'hui par exemple à l'époque des néoconservateurs américains, ceux qui ont eu l'idée d'envahir l'Irak en avril 2003, eux parlaient dans leurs écrits du Great Middle East, du Grand Moyen-Orient qui allait, mon cher Mohamed, tu me le diras. From Marrakech to Bangladesh. D'accord. Voilà, donc c'était une autre version, de ce qui représentait le Moyen-Orient tel qu'il était vu, pensé, conceptualisé, théorisé par des gens qu'on a rattachés au courant néoconservateur, les néocons. Bon, aujourd'hui, par exemple, le Golfe, moi je parlais de fragmentation et de terre des contrastes. Est-ce qu'aujourd'hui le Golfe, par exemple, est plus lié à des pays comme la Chine et l'Inde qu'il ne l'est à des pays comme ceux d'Afrique du Nord? Alors qu'il y a, par rapport a priori de prime abord, des liens culturels, linguistiques, religieux avec des pays comme le Maroc, par exemple, l'Algérie, la Tunisie ou autres. Donc on peut, en réalité, il faut garder à l'esprit que le cerveau humain est doté de la capacité de produire des images. Et ces images-là, elles comptent en général autant, voire plus, pour qui veut étudier les relations internationales et la manière dont les êtres humains, les sociétés humaines, se mettent en action. Moi, ce que je dis d'habitude sur cette région, c'est que les anciennes grilles de lecture de cette région sont devenues anciennes. Donc du coup, comprendre les nouvelles dynamiques, soit du Grand Moyen-Orient ou soit des pays du Golfe, le GCC, si on ne prend pas en compte une nouvelle dynamique, notamment la place de la jeunesse dans les gouvernements, on n'a rien compris. Si on ne prend pas en compte les liens entre l'Inde, la Chine et les pays du GCC, on n'a rien compris. Si on ne prend pas en compte aussi, et j'arrive à la question, le fait que maintenant, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a que des histoires d'intérêt dans cette région, on ne comprend rien. J'arrive du coup à ma question. Comment les États-Unis, qui autrefois étaient l'amour de la vie de ces pays-là, se font concurrencer par les concurrents, notamment des concurrents issus des BRICS. À tel point que des pays aujourd'hui du Golfe et l'Égypte ont réussi, ont obtenu l'entrée dans les BRICS+. Oui. Alors, si tu me permets de filer encore une fois la métaphore matrimoniale, il est quand même aujourd'hui assez clair qu'on est passé d'un mariage monogamique entre les États-Unis et certains pays du Golfe à une union libre. Un mariage, on va dire, un peu moins... D'ailleurs, Bertrand Badi le disait souvent, ça. Il dit, c'est l'union libre, c'est plus le mariage monogame. C'est l'union libre, c'est une forme, j'allais dire, à la fois, j'allais dire, si on étudie la chose du point de vue américain, et là ça me permet de revenir à ta question, comment décrire la politique américaine aujourd'hui? C'est une politique qui vise une forme de conservatisme, puisque l'ancien monde, si tu me passes cette expression, ou le monde qui prévalait jusqu'à récemment, jouait plutôt dans la ligne de l'intérêt américain, mais je reviens à la Chine, l'Inde. On pourrait également parler des forces qui, non pas au niveau transnational, mais au niveau infranational, aujourd'hui sont de plus en plus prégnantes. Je rappelle qu'il y a quand même 4 à 5 pays dans la région dite MENA, Middle East North Africa, qui aujourd'hui sont de fait dirigés par des groupes, des milices, non plus par des gouvernements classiques. Si on prend le cas du Liban,
Mhm. Si on prend le cas du Yémen, Mhm. de l'Irak aussi, Mhm. du Soudan et de Mhm. la Libye. Mhm. Donc il y a presque la moitié des pays de la région MENA qui aujourd'hui offrent l'exemple, j'allais dire, d'un nouveau pacte social, d'un nouveau type de gouvernance, avec bien Mhm. évidemment les conséquences importantes que ça a sur leurs politiques étrangères, sur les Mhm. questions de sécurité, sur la manière de gérer, quand rente pétrolière il y a, la manière de gérer ces équilibres politico-économiques. Donc c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc en ce sens-là, oui, les schémas du passé sont en grande partie Mhm. dépassés. Euh, donc oui, du point de vue américain, ce conservatisme aujourd'hui, comment dire, n'est plus atteignable ou n'est plus, j'allais dire, pérenne, dans Mhm. la mesure où il faut revoir un certain nombre de, comment dire, de schémas, un certain nombre de positions américaines, qu'elles soient objectives sur le plan militaire, économique et politique, ou qu'elles soient plus morales et plus symboliques. Qu'est-ce que, par exemple, a révélé l'après 7 octobre? Il a, parmi les très nombreuses conséquences de cette crise, de ce conflit, de ce drame même, il faut commencer par là, eh bien, l'idée que l'Amérique, la puissance américaine, Washington, que Mhm. M. Biden, messieurs Biden, Blinken et d'autres, Mhm. eh bien, ne sont plus en mesure d'imposer leurs desiderata sur, y compris leurs alliés dans la région. Donc, je donne un exemple précis. M. Blinken aujourd'hui en est au moins à 7 ou 8 visites Ouais, au Proche-Orient. ouais. A-t-il réussi à imposer ne serait-ce qu'un début de commencement de cessez-le-feu? Et est-ce que tu crois que Trump pourrait imposer quelque chose? Alors c'est très clairement la stratégie qui est suivie par M. Benjamin Netanyahou, qui Ouais. aujourd'hui très clairement attend l'arrivée de Trump à la Maison Blanche afin eh bien d'arriver comment dire aux finalités qui sont les siennes. Mhm. Ce qui veut dire, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il faut encore une fois revenir il faut inscrire nos débats dans une durée plus longue. Mhm. Si on compare par exemple avec la crise de 73, d'octobre 73, Mhm. où des gens comme Nixon et Kissinger avaient très clairement pris en main, il faut le dire clairement, pris en main, comment dire, la gestion de l'après-conflit. Mhm. En 73, qu'on avait appelé la diplomatie de la navette, bien, qui aboutira pardon, quelques années plus tard à la signature du premier traité de paix entre Israéliens et Égyptiens, les accords de Camp Ah, David. ok. C'est clairement un produit de l'activisme et de la domination du leadership américain sur les Mhm. alliés Mhm. américains, des Américains dans la région. Aujourd'hui, l'une des premières choses, d'ailleurs c'est une chose, c'est une déclaration qui a été assez peu commentée il y a quelques mois, en octobre et novembre dernier. L'une des premières choses que dit M. Blinken à la suite des attaques du 7 octobre 2023, 7 octobre et jours suivants, Mhm. eh bien, nous avons besoin de la Chine au Moyen-Orient. Voilà, Tiens, mais donc, justement, oui. Donc, on n'imagine pas M. Kissinger faire appel à la Chine ou à la Russie pour dire qu'en 73, eh bien, les tensions et le conflit entre pays arabes d'un côté et Israël de l'autre doivent être, comment dire, réglé par un tiers. exactement. Ce tiers qui est la Chine, Oui. aujourd'hui dans la région. Comment est perçu ce tiers dans la région? Une excellente question. Ça dépend des États auxquels on s'intéresse. Très clairement, des pays comme l'Iran. Mhm. L'Iran aujourd'hui, si ce pays a de fait atteint un statut de puissance régionale, Mhm. plus ou moins fort, plus ou moins puissance, plus ou moins forte, plus ou moins fragile, hein, selon comment dire, les critères qui nous intéressent, mais un statut de pays qui compte, c'est clairement dû à une forme, j'allais dire, ça, il faut revenir à l'élément de mondialisation et j'allais dire, de multicentrement et de multi-alignement. C'est la capacité aujourd'hui qu'ont certains pays, dans le cadre de la mêlée mondiale, hein, qui Mhm. oppose un grand nombre d'États importants, à pouvoir jouer un certain nombre, j'allais dire, de parrainages stratégiques contre les États-Unis. Mhm. Aujourd'hui, concrètement, si on est par exemple un pays comme l'Iran, mais je pourrais également parler d'autres pays dans d'autres régions du monde, Mhm. est-ce qu'on est seul? Cette idée qu'on a par exemple dans certaines sociétés occidentales, que les pays qu'on n'aime pas ou les régimes qu'on n'aime pas vont se retrouver esselés. Est-ce que c'est si vrai que ça? Sur un plan par exemple économique, est-ce Mhm. que l'Iran peut se permettre aujourd'hui, bien évidemment il y a des difficultés, l'Iran est en difficulté sur un certain nombre de sujets, notamment liés à la question de l'embargo, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Iran peut trouver des parrains stratégiques? Oui, la Russie, la Chine, Mhm. entre autres. Je rappelle que l'une des raisons, l'un des facteurs pour lesquels, ou grâce auxquels ou à cause desquels, à cause duquel la Syrie, le régime de M. Assad en Syrie a réussi à se maintenir, c'est le fait de mobiliser la carte russe, par exemple. Mhm. Donc là, il faut parler également de la Russie. Donc, Ouais.
Donc, l'idée aujourd'hui, et je disais, je reviens à l'élément, par exemple, à l'exemple des Émirats Arabes Unis, mais également de l'Arabie Saoudite, qui, eh bien, dans leur logique j'allais dire, de libertinage géopolitique, comment dire, Oui, de comment mettre tout le dire, monde sur le même pied d'égalité. bah, il y a, comment dire, un grand marché géopolitique, dans la mesure Ouais. où euh, il faut un élément aussi qu'il faudrait, comment dire, sur lequel il faudrait s'attarder, les conséquences du conflit ukrainien sur le Moyen-Orient. Euh, Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre, si on est par exemple Washington des États-Unis, à une époque où, du conflit en Ukraine et en raison de la mise sous embargo de la Russie, quelles conséquences, par exemple, sur nos relations avec des pays comme l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite? Hmm. A-t-on besoin de leur gaz et de leur pétrole? Plus que jamais. Hmm. Je rappelle que nous, par exemple, citoyens occidentaux et européens, nous payons pour la guerre en Ukraine. Enfin, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Hmm. Moi, je pose la question en termes très, très froids. Mais économiquement, il est Économiquement, clair. il est clair que nous payons pour la guerre en Ukraine. Hmm. Alors, il y a certainement mille bonnes raisons de le faire, hein, c'est pas le sujet. Après, on paye et Mais, ça fait gagner la Russie, mais, économiquement. mais en fait, Parce clairement, qu'on achète le gaz, excuse-moi. On achète le gaz, non pas directement de la Russie, mais d'Inde, qui elle-même achète son gaz de Russie. entre autres, mais pas seulement, pas seulement. Ça, c'est une donnée du problème, tu as raison, mais directement dans nos relations bilatérales avec des pays comme l'Arabie, le Qatar, l'Algérie ou d'autres pays. Ne crois-tu pas, Mohamed, que nous avons, comment dire, intérêt à avoir les meilleures relations avec ces pays? Évidemment, Pourquoi crois-tu c'est que sûr. nous acceptons des investissements du Qatar dans nos clubs sportifs, des pans entiers de notre économie en France, par exemple, et ailleurs? Ouais, c'est vrai. Donc, et ces pays-là, bien évidemment, qui ne sont, qui ne sont pas dirigés par des gens qui sont stupides, contrairement à ce que certains pourraient penser, Mhm. ont parfaitement pris conscience, c'est les élites de ces pays qui sont bien formées, qui réfléchissent, qui ont une vision claire des intérêts de leur pays à court, moyen et long terme, savent très bien aujourd'hui que dans cette logique de la mondialisation, de la grande mêlée mondiale, de la grande société mondiale, eh Mhm. bien, si l'Amérique ou si l'Europe ne peut pas deliver, comme on dit en anglais, ne peut pas, Délivrer. comment dire, délivrer un certain nombre de choses, et ben on peut les trouver ailleurs, en Mhm. Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, en Russie ou ailleurs. Il nous reste quelques minutes. Donc on l'a vu, les États-Unis n'ont plus le monopole dans la région, concurrencés par d'autres pays, dont l'Inde, dont la Chine, dont la Russie. Je vais être un petit peu taquin. Qu'en est-il de la France dans la région? J'avais cru deviner. Eh, mais tu me connais très bien. Bah, si l'on, il faut resituer, comment dire, il faudrait resituer les difficultés françaises dans le cadre plus large des difficultés occidentales. Ok. Même si nous parlons aujourd'hui de Chine, d'Inde, de Russie, même ces pays ont leurs difficultés. Aujourd'hui, leur moment, il est ascendant, clairement, sur un plan économique, sur un plan même militaire. Avec un grand débat de relations internationales que je te propose, c'est quand un pays devient plus influent commercialement, économiquement, quelque part. Est-ce qu'il est mécaniquement amené à devenir un jour plus influent politiquement et militairement? Est-ce qu'il faut s'attendre demain à ce qu'il y ait des bases militaires de la Chine en Iran ou dans le Golfe? Bon, c'est des questions. Est-ce que les Américains accepteraient par ailleurs? Est-ce que le Moyen-Orient a vocation, par exemple, à être un théâtre privilégié de l'opposition à venir, déjà en grande partie présente, mais qui prendra de plus en plus d'importance à l'avenir, la grande compétition entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre? Est-ce que le Moyen-Orient sera un théâtre principal, un des théâtres principaux de cette potentielle nouvelle guerre froide? Bon, Moi, tes questions me font penser au rapport du faible au fort. Avant, le fort avait de l'importance, était fort vis-à-vis du faible. mhm. Aujourd'hui, le faible, a, quand bien même il est faible dans un plan uniquement froid, dans une dynamique, il impose quand même sa dynamique au fort. Disons qu'il a des ressources. Disons qu'il a des ressources. Est-ce que, mais ça, c'est lié à, encore une fois, il faut s'inscrire dans un temps plus long. Les guerres de décolonisation, je dirais pas l'effacement, mais la relativisation de la puissance occidentale, européenne notamment, mais aussi américaine de fait, depuis maintenant plusieurs décennies. Depuis quand maintenant un pays occidental, une puissance entre guillemets présumée plus forte, n'a-t-elle pas gagné une guerre? En Afghanistan, en Irak, est-ce qu'on a réussi à déloger le régime d'Assad de la Syrie? Non, mais ça fait depuis 91 qu'aucune guerre n'a été Même gagnée. avant, on peut parler du Vietnam éventuellement, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de la Corée, on peut parler de C'est beaucoup vrai, de c'est choses. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a quand même aujourd'hui une redéfinition, une modification de la grammaire des relations internationales.
Si puissance il y a, est-elle encore uniquement une puissance militaire? Un pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui peut, à travers notamment son leader aujourd'hui, le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui peut se permettre de dire une phrase qui, d'ailleurs, je pense, évoquera quelque chose auprès de toi: I don't care. C'est une phrase qu'il a dite à des journalistes quand on lui a soumis l'hypothèse que les dirigeants américains pourraient être mécontents du fait que l'Arabie Saoudite n'augmente pas sa production de pétrole à Ouais. partir du moment où l'Ukraine a été Ça, c'est envahie. un point de bascule. C'est une illustration. C'est une illustration du point de bascule. Ben, en fait, point de bascule. Moi, je la date à partir de quand? Oui. Lorsque les Iraniens ont, à travers les Houthis, balancé des missiles sur les complexes d'Aramco. Normalement, les États-Unis devaient protéger l'Arabie Saoudite. Il s'avère qu'ils n'ont rien fait. Oui, à mon avis, c'est un événement important, mais c'est pas le seul. Ça a commencé, je pense, même avant. Il faut, par exemple, au moins remonter, si ce n'est même avant, il faut remonter aux printemps arabes. Lorsque Barack Obama a donné l'impression, à tort ou à raison, de laisser tomber certains régimes comme celui de Moubarak, tu peux imaginer, mon cher Mohamed, la conséquence ou les conséquences auprès les débats qu'on a pu avoir à Riyad, à Abu Dhabi et ailleurs, C'est vrai. à Kuwait City, ailleurs. Donc il y a l'idée justement c'est une question encore une fois de relations internationales très très prégnantes, très 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 importantes. Jusqu'où peut-on remettre son destin dans les mains d'un éventuel protecteur? C'est une question qui se pose aujourd'hui, par exemple. L'idée que la puissance importante à puissance majeure impose sa volonté à la puissance mineure, c'est très discutable. Qui commande entre Américains et Israéliens, entre Américains et Saoudiens? En partie, les Saoudiens, les Saoudiens et les Israéliens se retrouvent sur un certain nombre de choses dans le même camp depuis maintenant plusieurs années, contre par exemple l'Iran, par rapport à la question de la puissance et de l'émergence iranienne sur le plan régional. Donc là, cette redéfinition, encore une fois, des cartes de la puissance, de la grammaire, des périmétries de la puissance, elle est au cœur des différentes tensions qui se déroulent sous nos yeux, qui s'observent sous nos yeux maintenant au Moyen-Orient et par-delà. Je te parlais de la France tout à l'heure. Il y a un pays qu'on n'a pas évoqué, c'est le Liban. On parlait de protectorat. La Libye était le protectorat de la France, et elle a protégé de la France. Le Liban. Oui, pardon, le Liban, excuse-moi. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, que la politique étrangère de la France n'arrive pas à régler le problème libanais? Parce que l'équation libanaise est une équation d'abord et avant tout déterminée par des facteurs internes. On peut difficilement. Alors, il faudrait que je revienne sur la France, j'ai pas beaucoup parlé de la France. La France aujourd'hui, c'est pareil. La France est à la fois un pays qui a des richesses et des ressources et des opportunités majeures, à travers notamment son positionnement géographique, le fait qu'elle fait partie des institutions internationales qui comptent, qu'elle a une histoire, donc elle peut parler. Le droit de parler en relations internationales, c'est une ressource. Tous les pays ne parlent pas, ou tous les pays ne se sentent pas obligés ou autorisés à dire des choses sur l'état du monde. La France en fait partie. Elle fait partie des quelques pays. Quand ils sont membres non permanents du Conseil de sécurité. Alors, on pourrait parler également de la représentativité du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, mais de la même manière que la France a ses potentialités, elle a également de nombreuses contraintes aujourd'hui, économiques, démographiques, un message et un positionnement qui passe pour contradictoire à tout le moins, si ce n'est hypocrite, dans un certain nombre de sujets. On le voit par exemple par rapport au différentiel de traitement que le monde entier, en réalité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, que le monde entier voit en comparant la situation, la politique des pays occidentaux par rapport à l'Ukraine d'une part et par rapport à la Palestine d'autre part. Et je pourrais bien évidemment additionner également les exemples. Non, mais je vais abonder dans ton sens. J'ai fait récemment une petite tournée dans la région du GCC, plusieurs pays, plusieurs personnes. Un seul mot. Comment se fait-il que la France est prête à aller en guerre contre la Russie parce que la Russie a enfreint le droit international? Et pourquoi la France a une réaction si timide, n'est pas prête à reconnaître, ne serait-ce qu'à reconnaître la Palestine, avoir une reconnaissance de la Palestine? Est-ce que j'ai besoin de commenter? Non, c'était juste une petite anecdote. Et j'imagine que ce sont des gens qui appartiennent aux élites de ces pays. Mais élites, les gens de tous les jours, tu as un dénominateur commun, et c'est ça qui est assez flagrant, c'est que cette hypocrisie est vue aux yeux de tous, et
Tu peux pas, et personne ne peut. Enfin, tout le monde est d'accord sur cette hypocrisie. Mais Après, comme disait Don Juan, l'hypocrisie est un vice à la mode. un vice à la mode ou un vice, Ouais. je dirais même, qui est assez constant, voire éternel, oui. Mm. Euh, et je crois que c'est Jules Renard qui disait la chose suivante, lorsque la franchise laisse place à la bêtise, on se prend à regretter l'hypocrisie. La franchise, c'est celle de Trump. C'est celle D'accord. qui arrivera Ouais. peut-être très bientôt, ou Ouais. reviendra, comment dire, peut-être très bientôt. Mais oui, donc on voit bien, par exemple, tu as pris l'exemple du Liban, mais on voit la difficulté qu'il y a à se positionner, comment dire, de manière satisfaisante, et à définir un intérêt de long terme pour, alors la France étant une partie du puzzle, hein, bien évidemment. Mm. On ne peut pas demander à la France j'allais dire, de régler les problèmes de toute une région. À supposer, donc, comme je le dis assez souvent, je le dis d'ailleurs à mes étudiants beaucoup, il n'y a de problème instrumentalisable chez vous que parce que vous avez vous-même en interne accepté des distorsions, des tensions, des querelles, des luttes, etc., qui en Mm. général sont manipulables ou instrumentalisables depuis l'extérieur. C'est clair. Donc ces pays-là sont d'abord et avant tout des pays, comment dire, en crise interne, hein. L'une des grandes tumeur, si tu me passes l'expression, qui caractérise et qui fait du mal au Moyen-Orient depuis maintenant plusieurs décennies, Mm. c'est la crise de l'État arabe, entre guillemets, de Mm. l'État qui n'est pas démocratique, Mm. qui a parfois une capacité comment dire, à être prédateur des ressources de la nation. Mhm. Donc, par exemple, là, il faudrait s'intéresser comment dire, à d'autres régions. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans les années 50, la richesse d'un pays comme l'Égypte, ou l'état de développement économique de l'Égypte est à peu près au même niveau que celui de la Corée. 70 ans plus tard, nous voyons la Très différence. bonne question. Est-ce que c'est lié à la nature des régimes politiques? Alors, sachant bien évidemment que personne n'a une réponse toute faite, hein. Mhm. Faut-il parler des systèmes d'éducation, système de représentation politique? Mhm. Faut-il parler de valeurs culturelles? Mhm. Faut-il parler de positionnement géopolitique? Y a-t-il par exemple aujourd'hui une capacité pour les puissances internationales à utiliser les pays du Moyen-Orient les uns contre les autres, par exemple? Donc il faudrait, encore une fois, j'allais dire, élargir à de nombreux questionnements qui sont au cœur des relations internationales depuis maintenant très longtemps et Mhm. encore pour les nombreuses années à venir. On arrive à la fin de la vidéo, Mhm. donc plus de 45 minutes, je Ça passe pense. vite. Oui. Est-ce que tu as deux, trois éléments à rajouter ou bien tu penses que... Je pense qu'il faut être humble et modeste. Ouais. Et il faut, coûte que coûte, éviter d'avoir comment dire, des réponses trop péremptoires, hein, Mhm. aux questions extrêmement complexes et difficiles qui caractérisent pardon, l'état du monde aujourd'hui. Mhm. C'est clair. La mondialisation nous entraîne à plus réfléchir sur ce qu'est en train d'être le monde. C'est devenu de plus en plus complexe de comprendre le monde. Et tu en doutais? Bah écoute, des fois c'est très facile. Non mais la réalité c'est que euh, on ne peut plus comprendre le monde de la même manière qu'avant. Mhm. Et que si on n'est pas, si on part pas dans certains pays ou dans les pays à avoir un pied sur le sol, comprendre comment, notamment en Afrique, les choses sont en train de changer. En Euh, Afrique et ailleurs, hein. ouais. Sur ce, merci d'être venu. Merci à toi. Et puis, on se revoit bientôt. De toute façon, tu dois faire un débat avec Rudy là, sur le foot. Ouais, Je te mettrai Rudy face à moi. c'est Et un vous... débat, On mettra une heure. un débat bien plus important, hein.